Moi, j'admire Bernard Arnault. Il a fait un truc que je n'ai pas fait. Bernard Arnault, il y a 35 ans, il a racheté Boussac pour 50 millions de francs. Il en a fait LVMH 400 milliards. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. J'admire Bernard Arnault. Et le problème de la France, c'est d'avoir plein de Bernard Arnault. Vous réfléchissez, Bernard Arnault, quand même, le type? Il voit Boussac qui est en faillite. Il y a dedans Dior, qui est vraiment totalement démodé. Et 35 ans ou 40 ans après, ça devient LVMH. Mais c'est pas rien de faire ça, quoi. À ce niveau-là, c'est un travail d'artiste. C'est un génie. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est monumental. On sait très bien comment Bernard Arnault a constitué sa fortune des années 80 en récupérant Boussac pour un franc symbolique de la part de l'État. Boussac est un grand groupe d'industrie textile qui avait notamment Dior, les parfums, Cardin, etc. Contre l'engagement de ne pas licencier des personnels ni de diviser le groupe. Il va retoucher plus de 300 millions de francs de subventions à cette fin de la part du gouvernement Phébus à l'époque. Il va licencier évidemment 3000 personnes. Il va évidemment démanteler le groupe pour n'en garder que les grandes marques. Et il va devenir la première fortune française grâce à ce cadeau qu'a fait l'État. Or évidemment, est-ce que c'était fait de façon désintéressée? Non. De la même façon que Mitterrand avec les aides culturelles, Fabius avait un intérêt à se constituer un appui de choix au sein de l'élite économique parisienne qui, dans la foulée, allait racheter un certain nombre de médias. Aujourd'hui, on sait que Bernard Arnault est propriétaire du Parisien, il a été intervenu pour essayer de s'approprier la Tribune, etc. Et donc, en fait, ces personnes-là, qui par ailleurs, toutes des jeunes, dînent ensemble, enfin, Bernard Arnault a racheté l'hôtel particulier de Jean-Luc Lagardère à sa mort à la Veuve et il s'y est installé, dans une sorte de revanche un peu égotique. Xavier Niel s'est marié avec la fille de Bernard Arnault, qui, parce qu'elle est la fille de Bernard Arnault, dispose d'un capital de 4 milliards d'euros depuis sa naissance. Là, ils ont une fille qui s'appelle Elisa, qui va devenir la première fortune d'Europe du simple fait d'être née, de parents qui sont évidemment mariés par amour, hein, pas par intérêt. Vous voyez bien en fait comment ce système qui va faire qu'une petite dizaine de personnes qui sont parmi les personnes les plus riches du pays et qui contrôlent, le monde diplomatique l'a montré à plusieurs reprises en détail, 90% de la presse écrite du pays, mais aussi un nombre de radios, de télévision, etc., dont les fortunes dépendent de la commande d'État ou de la régulation de l'État, de façon plus ou moins directe, évidemment, n'achètent pas des médias par hasard. Évidemment, n'achètent pas des médias pour se faire plaisir ou pour sauver la démocratie. Ces personnes n'ont rien à faire du système démocratique. Si la France était démocratique, ces personnes-là ne seraient plus pas dans les positions de pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Si la France ne fonctionnait pas comme une oligarchie, Bernard Arnault n'aurait pas le pouvoir qu'il a aujourd'hui, n'aurait pas 80 milliards d'euros de capital. 80 milliards d'euros, doublés en 2 ans. Comment est-ce que vous expliquez que dans une société supposément démocratique, de telles inégalités puissent exister? 80 milliards d'euros, à partir d'une fortune, encore une fois, constituée avec l'aide de l'État, de cet État qu'ils veulent continuer à pomper, qu'ils veulent continuer à réduire parce qu'ils ne veulent que s'accaparer des choses. Bernard Arnault, quand même, je rappelle qu'il essayait de s'exiler fiscalement en obtenant la nationalité belge. 80 milliards d'euros, est-ce que ça vous suffit pour payer vos impôts? Visiblement, non. Et il était prêt à partir en Belgique après avoir obtenu, grâce à ce pays, la France, grâce à nous, grâce à l'effort de chacun d'entre nous qui payons nos impôts, tous les mois qui produisons de la richesse, etc., il voulait ne plus payer ses impôts et partir en Belgique et profiter de sa vie tout en gérant nos actifs. Hein. La crise identitaire qui nourrit l'extrême droite est liée justement à des mécanismes comme celui-là. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça crée une perte d'emploi. Enfin, je veux dire, on a oublié que la France était la principale puissance textile au monde. Je veux dire, pourquoi vous pensez que tout le nord de la France est complètement dévasté? C'est parce qu'en 20 ans, on a décidé littéralement de piller ces espaces-là, d'un côté avec tous les mécanismes qu'on a déjà décrits sur LVMH et la dévastation d'un Pierre Boussac, mais surtout... On dit améliorer la compétitivité de l'entreprise. Là aussi, mes chers camarades de gauche, c'est qui offre Boussac à Bernard Arnault? Qui ça? C'est Laurent Fabius, camarade de gauche. Ah, la gauche, sympa la gauche, non, qui participe à la désindustrialisation d'un tiers du territoire français pour l'offrir à un milliardaire qui aujourd'hui a 250 milliards en banque et qui n'emploie que 40 000 personnes dans le monde.
Et qui sous-traite une grande partie de sa production. Ouais, c'est très bien. Ouais. Et qui en fait, évidemment, confronté à l'avarice ultime qu'il représente, a recruté des agences de communication. Donc en gros, pardonnez-moi, mais là pour le coup, comme on parle de personnes particulières, je peux le dire, toutes les prostituées du petit Paris qui vivent de ce système et qui leur ont fait cet élément de langage extraordinaire, ont créé 10 000 emplois par an. Et il a répété ça pendant des années. Il y a 40 000 employés en tout. Vous m'expliquez comment on crée 10 000 emplois par an alors que ça fait 30 ans qu'il est stable à 40 000 employés et qu'il compresse. Donc il y a l'aspect économique et aussi l'aspect créatif, c'est-à-dire qu'il fabrique. C'est-à-dire que ce qui était identitaire, justement, le luxe, c'est quand même quelque chose que l'État français a créé. Hein. Je veux dire, combien de Français ont vécu dans une misère noire pour alimenter toutes les industries du textile et ainsi de suite, qui alimentaient à leur tour la cour sous Versailles et ainsi de suite. Donc en fait, on a des générations de Français qui ont été sacrifiés, ce qui a permis, au final, de constituer un capital qui nous a permis de commencer à en tirer des bénéfices en revendant, parce que voilà, et puis même une sorte de glamour à la française et compagnie. C'est vachement intéressant, non? Et aujourd'hui, on file ça à des entités privées, on dit, allez, gavez-vous, et puis même quand ils veulent faire leurs opérations financières, comme avec le rachat de Tiffany's, on mobilise le Quai d'Orsay pour les aider à faire baisser le prix, pour leur permettre d'engranger des revenus. Il ne faut pas s'étonner après qu'ils habillent gratuitement Brigitte Macron. Comment ? Il ne faut pas s'étonner après qu'ils habillent gratuitement Brigitte Macron. Donc, LVMH emploie plus de 213 000 personnes en France ? Dans le monde. Ah, et combien en France ? On va chercher ça. Donc, on a la gauche Zara qui, en gros, son objectif, c'est qu'on puisse consommer un peu plus d'iPhone, de produits qui sont fabriqués à l'étranger, et ainsi de suite, et qu'on importe. Avec des terres rares africaines. Oui, et surtout l'industrie de la mode. Non, mais la catastrophe en termes écologiques, en termes d'eau, de ressources primaires qui sont épuisées. Mais quel recyclage ? On peut avoir du mal avec des figures médiatiques comme Hugo Clément et compagnie, mais au moins ils font un peu du boulot de visibilisation qui permet, pour les gens qui n'ont pas forcément un rapport intellectuel aux politiques, quand même de voir les conséquences que ça a de choses qui ont l'air banales au quotidien et complètement... Et donc ça crée une crise identitaire, non seulement parce qu'en fait on ne produit plus localement, et donc on n'a plus à côté de nous les artisans, les gens... Enfin, vous voyez, toute cette boucle qui fait société. Vous vous habillez, vous avez cordonniers. Moi, j'avais des cordonniers en bas de chez moi, en Espagne, quand j'ai grandi, et des fabricants de chaussures en cuir et compagnie. Enfin, vous voyez, il y a un petit écosystème. Vous habitiez dans un endroit où vous alliez à la pêche. Enfin, il y avait des pêcheurs, qui ramenaient le marché. Enfin, des choses qui aujourd'hui semblent presque exotiques. Aujourd'hui, les 3/4 des marchés en Europe, c'est devenu, vous savez, des centres de dégustation. Enfin, ils ont vidé les... Ça, vous le retrouvez dans toutes les villes, les principales villes européennes, de Budapest, en passant par Barcelone, et souvent avec la même entreprise. Alors, heureusement qu'il reste les Halles de Lyon. Et donc, par contre, le marché est préservé pour les classes les plus bourgeoises, qui eux ont droit au marché bio et compagnie. Alors elles, par contre, pour prendre soin de leurs intérêts, elles le font. Par contre, le reste du peuple, il peut aller cirer. Et donc, il y a non seulement une crise identitaire du fait de la rupture de ces boucles, mais aussi une crise identitaire à cause de quoi ? À cause du fait que si vous ne fabriquez pas... L'habillement, c'est un geste fondamentalement politique, et les sociétés sont mimétiques. C'est les effets de miroir qu'on génère les uns sur l'autre qui vont conformer nos comportements, qui vont nous amener à construire en fait une société. Si vous vous habillez sur quelque chose qui est produit, pensé et façonné à des centaines ou des milliers de kilomètres de chez vous, et qu'en fait on vous fait vous habiller exactement comme quelqu'un de votre classe sociale en Amérique latine, en Asie et compagnie, vous n'êtes plus rien. En fait, et ça crée presque une angoisse, une solitude. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous référer à des mimétismes, mais qui n'ont plus aucun rapport avec votre territoire, avec vos proches, et ainsi de suite.